Rebonjour. Après toutes ces sessions techniques qui, j'espère, vous ont enchanté, ravi et surtout vous aurez appris quelque chose, on va finir en beauté, on va finir de manière différente. Et je vais accueillir sur scène quelqu'un que j'aime beaucoup, que nous aimons beaucoup à l'IDAD parce qu'il est venu plusieurs fois et on va prendre un peu de distance et on va s'intéresser finalement à l'impact de cette révolution numérique, pas seulement sur le plan technologique ou financier, mais sur les personnes, sur l'éducation, le social, etc. Donc c'est mon grand plaisir d'accueillir Jacques Attali. Et Jacques, en plus, non seulement il a été conseiller présidentiel, écrivain, entrepreneur, puisque tu as créé des sociétés, des fonds, mais tu es artiste, musicien, tu as tellement de facettes à ta personnalité que je ne pouvais pas, à titre personnel et au nom de l'IDAT, rêver un meilleur interlocuteur pour terminer cette journée. Donc, je vous propose d'applaudir Jacques, qui nous a fait l'amitié de venir de Paris. Tout d'abord, merci beaucoup, je t'en prie, c'est avec plaisir. Jacques, de venir nous rejoindre. Alors, j'aimerais que tu nous parles de tes initiatives, notamment avec la Fondation Planète Positive, et notamment le forum où tu m'as gentiment invité, parler de ces initiatives et décrire un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à ça et comment ça se passe finalement dans un monde qui est assez dur. Oui, moi j'ai toujours pensé qu'il était utile de regarder les choses à la fois de façon globale et de long terme, et pas se contenter de réfléchir, mais aussi agir. Bon, souvent, l'exemple du joueur d'échecs, si on apprend, on est un très bon joueur d'échecs, mais si on ne joue pas, ça ne sert à rien. Et si on joue sans avoir appris, ça ne sert à rien non plus, parce qu'on va perdre. Donc les deux postures, qui est celle d'étudier sans pratiquer ou de pratiquer sans étudier, ne marchent pas. Donc je suis à la fois quelqu'un qui essaie d'étudier, d'écrire en effet, d'expliquer, mais aussi d'agir, parce que la confrontation entre l'un et l'autre est utile. Et cette fondation que j'ai créée il y a maintenant 20 ans, qui heureusement existe indépendamment de moi, vise à la fois travailler concrètement sur le terrain, à aider les gens à ne pas dépendre de la charité, en ayant les moyens de créer leur entreprise. D'ailleurs, on l'a créée sous le nom de Planète Finance et elle a changé de nom. Et Net, c'était Internet. Donc Planète, c'était un jeu de mots là-dessus, puisque notre idée, il y a 20 ans, était d'utiliser les nouvelles technologies en la finance, ce qui est devenu ensuite les fintech, qu'on a beaucoup utilisé depuis 20 ans. Et on a développé en effet une branche à part, dans laquelle on réunit tous ceux qui, à travers le monde, entrepreneurs, ONG, États, intellectuels, travaillent dans l'intérêt des générations suivantes, dans l'éducation, la santé, l'environnement, pour confronter des expériences. Ça marche très bien. Tu as pu le voir, il y a des milliers de gens qui s'y intéressent. Oui, en quelques chiffres, finalement. On a, pour la partie forum, on a plus de 10 000 personnes qui viennent à chaque forum. La dernière fois, c'était à Paris. On va en faire maintenant dans plusieurs villes du monde qui sont demandeurs. On a créé un indice de positivité pour mesurer la façon dont les nations sont concernées par le long terme. Et on a classé tous les pays de l'OCDE. On vient de développer un tel indice pour les villes et pour les entreprises, pour mesurer la façon dont elles prennent en compte le long terme, pour s'occuper de l'important avant qu'il ne devienne urgent. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs dans le numérique qui sont ainsi. C'est le cas, on parlera peut-être incidemment tout à l'heure, de l'intelligence artificielle, dont je suis frappé qu'on commence à parler aujourd'hui, alors que ce n'est qu'un sujet important, très important, mais pas un sujet urgent. Ça buzz. Alors que les sujets de l'environnement ne sont plus du tout un sujet important, parce que c'est un sujet urgent. Et que si on l'avait traité quand c'était que important, ben on n'aurait pas les catastrophes qu'on a aujourd'hui. Donc la vocation de cette fondation, c'est d'aider à prendre conscience, à régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent urgents. Alors, ce qui est bien avec Jacques, c'est qu'il y a plusieurs casquettes. Il y a la casquette de l'altruisme. Maintenant, on va aller plutôt sur l'économie. Tu avais terminé la conférence avec moi au mois de juin, avec ton ouvrage « 100 jours pour que la France réussisse. Tout peut changer en 2017 ». Avant le témoignage de Mounir tout à l'heure, est-ce que l'année 2017 a comblé tes attentes? Et est-ce que tu penses que les chantiers lancés par le gouvernement sont suffisants? Quel est ton prisme sur
l'année 2017. Alors là, on dézoome, on vient sur un sujet d'une extrême précision, qui est la France d'aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'on a le meilleur gouvernement possible dans les circonstances actuelles, non seulement parce que je me reconnais tout à fait dans l'action, tu as la gentillesse de mentionner ce travail collectif, qui est une répétition un peu de travail qu'on a fait, de travaux qu'on avait fait il y a 10 ans dans d'autres circonstances de la commission dont j'étais le président et dont l'actuel président était le rapporteur général. Et en effet, je retrouve beaucoup de choses qui sont en marche. Alors, l'action de l'État, c'est très difficile, c'est très complexe, ça exige de... disons qu'il y a des choses qui maintenant doivent prendre le pas et qui n'ont pas encore été traitées, mais chaque chose doit venir en son temps. Pour moi, les choses les plus importantes qui manquent aujourd'hui, c'est pas un reproche, parce que, encore une fois, ça prend du temps et ça vient maintenant, c'est tous les sujets de la formation professionnelle, de la formation des chômeurs, dont nous nous occupons dans les quartiers, puisqu'on travaille non seulement ma fondation dans 40 pays, mais en particulier en France dans les quartiers. Là, je vois combien la formation des jeunes à la création d'entreprises dans les quartiers est fondamentale. Et je crois que tout ce qui va changer dans l'éducation et l'éducation permanente, puisque le numérique est une des preuves de plus que tout ce qu'on apprend est obsolète au bout de 5 ans. Donc l'école n'est qu'une des dimensions du savoir parmi beaucoup d'autres. Est un chantier absolument majeur et j'espère que le gouvernement saura le prendre avec l'ambition nécessaire. Alors la session juste avant s'intitulait en anglais Reshuffling the Digital Deck. On a eu l'occasion d'avoir des personnalités qui s'exprimaient au nom du pouvoir public. Donc on a eu Gabriel Gauthier, Charles Mathias de la FCC. Et l'idée, c'était de prendre la mesure de la prise de conscience des pouvoirs publics sur cette accélération numérique. Et je voulais avoir ton point de vue sur est-ce qu'on en fait trop, pas assez, notamment au niveau régional, au niveau national, au niveau européen. Et quels conseils tu donnerais ou suggestions aux institutions publiques pour créer un environnement plus favorable à l'innovation, au développement? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, si on parle tant de numérique aujourd'hui, c'est que le numérique correspond à une étape particulière du développement de l'humanité qui est un moment d'assez grande généralisation de l'alphabétisation, pas encore totale, d'accélération des communications multiples et la nécessité d'augmenter la productivité des services. Or, la productivité des services, ça passe par l'automatisation de la manipulation de l'information. Or, l'informatique, c'est l'automatisation de la manipulation de l'information. Donc, dès qu'il y a société de services, l'augmentation de la productivité passe par le digital. Donc, c'est pour ça que le digital est historiquement aussi important aujourd'hui. Pour ce qui est de la France et de l'Europe, non, ça ne va pas bien du tout. Nous avons laissé les deux grands continents, américains et chinois, prendre le pas là-dessus. Et moi, ça fait très longtemps que je dis que ceux qui contrôlent les données, banques, assurances et organisations de réseau, seront les maîtres du monde, sauf si on arrive à régler un problème extrêmement complexe, qui est celui de la propriété des données. Donc, je crois qu'il y a un enjeu absolument majeur aujourd'hui, qui est de mettre en place une réglementation ou un combat, parce que la réglementation, c'est toujours le produit d'un rapport de force, qui permettrait à l'Europe de maîtriser l'usage de ces données, de façon à ne pas être en situation ahurissante aujourd'hui, de donner les moyens à d'autres de s'enrichir en utilisant ce qu'on leur fournit gratuitement. C'est pour moi la bataille majeure aujourd'hui, celle de l'appropriation des données, de leur usage. Et puis il y a une autre bataille qui est de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire de regarder les technologies de l'étape suivante. L'intelligence artificielle en est une. Pour moi, tout va se jouer à 20 ans d'ici sur les neurosciences, qui sont, à mon avis, le vrai champ majeur des transformations, et je trouve qu'on n'en fait pas assez. Si on voulait sauter l'étape du digital sur laquelle on a perdu la guerre, sauf sur le contrôle des données, et vraiment s'intéresser à l'avenir, c'est la neuroscience, parce que les deux grands domaines, à mon avis, où l'humanité a besoin de progrès techniques énormes, qu'elle n'a pas encore commencé, c'est la santé et l'éducation. La santé, on a un peu progressé vu l'espérance de vie, mais l'éducation, on enseigne comme il y a 2000 ans. Et c'est par les neurosciences et par toutes les techniques autour des neurosciences que ça passe. Et là, l'Europe n'a pas encore perdu la bataille.
même si la Chine et les États-Unis, qui ont compris que ces deux sujets étaient absolument déterminants, non seulement d'une façon scientifique, mais aussi parce que à côté d'éducation et santé, il y a la manipulation politique qui passe par les neurosciences, fondamentalement, à terme. Et nous avons tout intérêt à ne pas nous laisser déborder. Donc si j'avais quelque chose à dire, je trouve ici le lien entre numérique et neurosciences va être un enjeu stratégique. C'est vrai que ça a été longuement débattu. On a perdu la bataille de l'Internet, le cloud, les nouvelles technologies. Et finalement, quand on voit se profiler l'intelligence artificielle, ça va être un triptyque entre les vitesses d'accès au réseau, qui est fondamental, un problème d'infrastructure, la puissance informatique qui va être multipliée par 1 million en 15 ans, et la puissance aussi de l'IoT, donc on aura des sensors qui vont rapatrier des informations, des capacités de stockage infinies, et enfin des milliards de lignes de code dans le cloud. Et finalement, c'est l'architecture du cerveau gauche. Du cerveau gauche. C'est-à-dire, et ma crainte, justement, l'intelligence artificielle, il y a des sensors, on traite l'information, on a accès à tout en temps réel, et on a notamment accès à des puissances de calcul, de réflexion. Ce qui est un peu comme ça, d'ailleurs, que oui, pour rebondir sur ce que tu disais sur les sens neurocognitifs. Comment est-ce qu'on peut gagner, justement, dans cette bataille? Elle n'est pas perdue, d'abord, parce que l'intelligence artificielle, ça fait vraiment que commencer. C'est vraiment... D'ailleurs, on appelle intelligence artificielle ce qui est tout sauf l'intelligence artificielle. Oui, c'est un mot plus qu'un... générique, on est très, très loin encore. Mais ça vient, et l'Europe n'a pas perdu dans toutes les techniques qui seront nécessaires pour créer les conditions de son usage humain et créatif. Je crois que c'est pas du tout une bataille perdue, en particulier en France, oui, où nous avons une école mathématique exceptionnelle et tous les moyens de le développer. Et d'autre part, ce ne sont pas des domaines dans lesquels les moyens financiers nécessaires sont considérables. On voit en particulier des tas de start-up subtiles qui partent avec pas beaucoup de moyens dans des domaines comme ça. Un des thèmes qui nous a animés pendant ces 2 jours, c'est ce qu'on a appelé la fracture digitale. Alors, c'est pas la fracture digitale, c'est bien sûr entre les pays développés et les pays en voie de développement, notamment en Afrique, où finalement, à part les palais présidentiels, les banques et certaines agglomérations, dès qu'on fait 10 km, on n'a plus accès au réseau. C'est aussi une fracture sociale entre les générations et les milléniums. Et la question concernant maintenant plutôt l'éducation, est-ce que tu penses qu'on en fait assez? Est-ce que le digital ou l'économie numérique est enseigné trop tôt, pas assez tôt? Et comment va-t-on faire pour relier des mondes qui ne sont pas nés dans le digital avec nos enfants qui raisonnent différemment? Il n'y a pas de frontières, ils partagent, d'où cette économie partagée, qui est une lame de fond incroyable, beaucoup plus forte que l'on le pense d'ailleurs. Oui, oui. D'abord, il faut raison garder, parce que le numérique, ce n'est pas forcément la panacée universelle. On peut très bien imaginer, regarder l'évolution du numérique comme une évolution catastrophique en termes culturels, dans la mesure où on ne lit plus de livres, on pourrait ne plus lire de livres, on ne pourrait plus rien faire d'autre que d'être scotché à son mobile et à regarder des réseaux sociaux. On peut avoir une évolution catastrophique. On le voit d'ailleurs par des chiffres qui sont inquiétants sur la capacité d'attention, le QI et le développement de certaines maladies liées au développement ou à la paroxystique de l'usage du numérique. Donc il y a aussi une maîtrise à faire. Deuxièmement, il y a des enjeux d'inégalité qui doivent être réglés avant. Il y a 1 milliard de personnes qui vont se coucher ce soir en ayant faim. Il y a 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas assez d'eau. Il y a 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas d'existence physique. Donc, il y a vraiment des enjeux d'inégalité et d'exclusion qui ne sont pas seulement dans le numérique. Le numérique peut d'ailleurs aider à régler ces problèmes, comme on le voit sur l'identité avec ce qui se passe en Inde, grâce à une entreprise qui était française mais qui ne l'est plus. On reconnaîtra ce que je veux dire. Et le numérique peut être un acteur très important de ce changement. Mais il faut trouver ce qu'on n'a pas encore, ça reste encore, des technologies pour utiliser le numérique en matière d'éducation. Je crois beaucoup que les EdTech vont être un chantier très important de développement. Nous, on le voit avec les FinTech, dans la façon dont on les utilise en Afrique pour
aider au développement de nos projets de Positive Planète. Ça a été un changement radical qui a permis de raccourcir un certain nombre de délais. Mais je crois que le grand enjeu aujourd'hui, c'est les EdTech. Et en particulier pour nous, Français, parce que la francophonie est un champ majeur pour l'avenir. La francophonie peut être 700 millions d'habitants dans 30 ans à cause de l'Afrique, ou moins qu'elle n'est aujourd'hui si on s'y prend mal, parce que le numérique peut au contraire créer les conditions d'une disparition du français en rendant très facile de faire des radios, des télévisions à bas coût dans les langues locales. Donc il y a un risque de disparition de la langue française en Afrique à cause du numérique, si on ne sait pas au contraire l'utiliser de façon positive. Donc là, tout ça sont des enjeux extrêmement importants qui passent par l'éducation. Et d'ailleurs, nous étions à Riyad il y a quelques semaines, et j'ai fait une présentation justement sur la rupture digitale, et les chiffres que nous avons, c'est 50% des gens qui n'ont pas accès à la connaissance, dont 63% de femmes dans ces 57%. Donc il y a un vrai problème de financement aussi de l'infrastructure. Et l'analogie entre les drames, l'eau, la nourriture, se retrouve aussi, en moindre mesure bien sûr, dans l'éducation, l'accès au net. Et on a toujours le même problème, c'est le financement. De ce point de vue, ce qui se passe avec des projets comme OneWeb, qui va permettre sans doute d'avoir accès dans des zones reculées en France, comme partout à travers le monde, par satellite, à des données en quantité minuscule, parce que les câbles sous-marins apportent plus de données que les satellites, mais malgré tout, ça sera un grand progrès. Et d'autre part, il y a un enjeu majeur à l'échelle de la planète qui résume tous les autres. Si on veut agir, parce qu'on ne peut pas agir sur tous les problèmes, l'éducation des filles est majeure. Quand on enseigne quelque chose à un garçon, on n'enseigne qu'à un garçon. Quand on enseigne à une fille, on enseigne à elle et aux enfants qu'elle va avoir, puisqu'elle va s'occuper des enfants. Donc l'éducation des filles, alors si on veut rendre ça plus encore réduit, l'éducation des filles au numérique et l'éducation des filles par le numérique, c'est l'enjeu majeur de demain. C'est elle que ça va changer. C'est ça qui va changer la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, la démocratie. Beaucoup de choses sont liées à ça. Et d'ailleurs, c'est une prise de conscience où aujourd'hui des partenariats publics-privés sont en train de se constituer justement pour créer l'accès au numérique. C'est donc l'infrastructure. Et ça, c'est quelque chose qu'on suit de très très près à l'IDAT, notamment avec nos initiatives en Afrique. Je voulais aussi parler avec toi de l'impact sur nous, sur l'emploi, sur notre vie privée. C'est le Big Brother qui rentre à la maison maintenant avec les assistants numériques, qui peut être vu comme j'ai besoin, j'ai faim, quelle heure il est, etc. Mais aussi, ils capturent les datas, ils vous espionnent. Hein. Ils savent si vous avez un chien, un chat, à quelle heure vous vous couchez, etc. Et finalement, quel est l'impact pour nous, pour l'emploi? Est-ce que la résolution numérique peut être positive in fine? D'abord, on a toujours tendance à penser que c'est négatif parce que ça supprime des emplois, etc. En fait, ça supprime des tâches plus que des emplois. Ça modifie des emplois et supprime des tâches. Ça va créer beaucoup d'emplois. Moi, ça fait longtemps que j'explique qu'il y a deux tendances qui sont en marche. L'une que j'ai appelée l'hypersurveillance, on est surveillé par la société, et l'autre qui vient après, qui est déjà en marche, j'ai appelé il y a longtemps l'autosurveillance, où nous trouvons du plaisir à nous surveiller. Ce qu'on voit déjà avec la surveillance de paramètres de notre santé, mais il y a une sorte de jouissance à l'autosurveillance qui est en marche et qui est très dangereuse, à la fois très positive parce qu'elle permet de devenir responsable de soi-même, et très dangereuse parce qu'elle peut créer les conditions d'une aliénation volontaire. La jouissance de la servitude dont parlait la Boétie au XVIe siècle. Donc, il y a là à la fois quelque chose qui est un enjeu démocratique extrêmement important, qui est de savoir si le numérique va être un outil d'asservissement à des normes fixées par d'autres, ou au contraire, si l'éducation va permettre pour chacun de nous d'être en situation de choisir nos normes, de sortir des normes imposées et de définir du nouveau. Or, si on est dans le premier domaine, on est mort, parce qu'une civilisation meurt toujours quand elle cristallise les normes. Une civilisation survit quand elle est ouverte et qu'elle remet en cause les normes, et on peut craindre que le numérique puisse devenir un outil de normalisation généralisée, sauf si la partie éducation à la créativité, à la rébellion, à l'esprit critique, au changement, à tout ce qui n'est pas la raison, l'éducation à la déraison,
devrait être une dimension majeure. C'est en cela que tout va se jouer dans la nature de l'éducation. Oui, justement, on a observé depuis quelques années une accélération de cette révolution numérique qui va encore plus s'accélérer avec des nouvelles lois de Moore, parce que ça va être plus puissant, etc. Est-ce que tu penses que justement cette accélération va être bénéfique et positive pour le genre humain? Et question piège, est-ce que ça va nous rendre heureux? Et messieurs, si vous le voulez bien, on terminera sur cette question piège d'ailleurs. Pardon? Si vous le voulez bien, on terminera sur cette question piège, car le temps passe très très vite ce matin sur cette scène. Oui, on a évidemment tout le temps pour répondre à une question aussi facile en 49 secondes. C'est pour ça qu'elle était piège. Un peu plus. Oui, d'abord, je ne suis pas convaincu que le bonheur soit la dimension majeure de la raison d'être de l'humanité, mais c'est une autre question. Le numérique peut créer les conditions du pire, parce que le numérique n'est qu'un outil. Et un outil, ce n'est pas une fin en soi. Chacun peut l'utiliser comme il l'entend. Il n'est pas convaincu que certains que l'humanité l'utilise pour le mieux. On peut se souvenir ce que l'humanité a fait avec des technologies extraordinaires dans les années 40. Elle a fait des choses abominables. Donc aujourd'hui, l'essentiel est dans notre regard sur nous-mêmes, notre maîtrise de nous-mêmes, et de savoir considérer que le digital, comme toutes les techniques, n'est qu'une technique, et que l'essentiel, c'est les valeurs qu'on veut bien porter soi-même et la façon dont on pense au monde qu'on va laisser aux générations suivantes. Très bien. Le temps à la seconde près est écoulé. Merci, mille merci Jacques d'avoir pris le temps de venir nous voir, nous éclairer.